Bonjour à tous. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, c'est sans doute que vous vous questionnez sur la thématique du TSA, ou en tout cas que vous y portez un intérêt. Au travers de cette vidéo, nous allons explorer un petit peu la clinique de l'autisme et puis vous donner quelques outils, qui pourront vous aider dans votre pratique professionnelle. Je suis Rémi Bianco-Vatron, chargé de mission référent L2 sur le territoire du Bas-Rhin au CRA Alsace Pôle adulte. Et Célia Leguet, je suis psychologue, spécialisée en neuropsychologie et donc je travaille sur des missions de diagnostic, d'expertise, d'évaluation fonctionnelle, mais aussi de formation. Donc, en guise d'introduction de ce module en ligne, nous vous proposons une présentation rapide du CRA Alsace, donc son rôle et puis ses missions sur le territoire. Tout d'abord, son organisation géographique, qui est un peu particulière, avec des pôles sur le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Un premier pôle qui est rattaché à l'hôpital de Lebsann, à Brumath, pour des adultes à partir de 16 ans. Un second pôle, enfants et adolescents à l'hôpital de l'Elzo, donc pour des enfants de 0 à 16 ans. Ensuite, pour le Haut-Rhin, un même pôle adulte, toujours à partir de 16 ans, qui est rattaché au CH de Rouffach, centre hospitalier, euh, toujours pour des adultes à partir de 16 ans, et également un pôle enfant, pour des enfants de 0 à 16 ans, et qui est aussi rattaché au centre hospitalier de Rouffach. Nous avons également un dernier pôle, un pôle documentation, AIDA, voilà, avec pour mission, information, documentation auprès de tout public, personnes concernées, proches aidants, professionnels. Les CRA ont 10 missions formulées par un décret. La première mission étant l'accueil, l'écoute, l'information, le conseil et l'orientation auprès de tout public. La deuxième, promotion et diffusion des recommandations de bonnes pratiques et informations actualisées sur les TSA. Une troisième mission, appui et expertise à la réalisation de bilans diagnostiques et fonctionnels et réalisation de ces bilans pour les cas complexes. Cette mission est intéressante puisqu'elle met en évidence la répartition L2, L3 que l'on verra par la suite. Une mission d'action de sensibilisation ou formation à destination des proches aidants et des professionnels, avec pour les proches aidants une budgétisation réalisée par la CNSA, un financement réalisé par la CNSA. Nous participons également aux instances de la MDPH, donc concours aux équipes, et nous contribuons à la veille et réflexion sur les pratiques professionnelles, au travers d'expertises notamment. Une mission de participation aux études et recherches, une mission de participation à l'animation de réseau régional des acteurs. Nous vous présenterons par la suite un réseau dans le cadre du même projet que ce module. Apport d'expertise et conseils aux ARS, services territoriaux de l'État et collectivités territoriales. Et enfin, apport d'expertise et conseils aux instances nationales et internationales intervenant dans les TSA. Les deux missions intéressantes ici sont l'appui et l'expertise à la réalisation de bilans diagnostiques simples et réalisation de ces bilans pour les cas complexes, et assurer des sensibilisations formations. Une présentation maintenant du projet. Donc nous avons en ce moment la stratégie nationale 2023-2027 pour les TND, dont le TSA fait partie. Euh, et donc cette mission-là fait partie de cette stratégie également, ce projet. Il a été relevé sur le territoire un délai très important pour obtenir un diagnostic en CRA, une liste d'attente importante également, hein. On observe 3 à 4 ans d'attente pour obtenir un diagnostic en centre ressources autisme et une augmentation de la demande. Ce constat-là, il a été fait par un rapport de la DITP en 2019. Suite à ce rapport, il y a eu la création de 3 lignes, repérage et diagnostic, pour répartir les demandes entre les différents acteurs, CRA, hôpitaux, libéraux. Il a été fait aussi une clarification et une identification de ces rôles, pardon, des premières, deuxième et troisième lignes. Et puis une mise en œuvre des critères de répartition entre deuxième et troisième ligne, cas simples et cas complexes. Je suis donc référent seconde ligne.
J'ai pour mission de veiller à l'application des critères de répartition des demandes de diagnostic, mais également de repérage, euh, votre rôle, et favoriser la montée en compétence des professionnels de seconde ligne de diagnostic et également de première ligne dans le repérage, avec pour objectif permettre aux personnes d'accéder à un diagnostic de qualité le plus rapidement possible. Donc, quels professionnels sont concernés par ces différentes lignes? Vous êtes ici dans un module qui concerne la première ligne, le premier niveau, dit de repérage. Donc, ça va concerner tous les professionnels, petite enfance, éducation nationale, de santé, en libéral, PMI, structure type de maison pluridisciplinaire de santé et services sociaux. Un deuxième niveau pour les diagnostics dits de situation simple, professionnels coordonnés en équipe pluridisciplinaire spécifiquement formés au TND et au TSA. Et une troisième ligne avec les centres de ressources autisme, les centres experts TSA SDI et les soins précoces 0-3 ans. Donc les actions du projet pour les premières et les deuxièmes lignes de diagnostic. Donc ce projet est né de la fusion de deux mesures, de deux dispositifs. Une mesure de repérage, la M12, qui vise à repérer les adultes TSA en établissement, et puis la création d'un parcours diagnostic, donc que j'ai présenté juste avant, avec un niveau 1 de repérage, un niveau 2 de diagnostic simple et un niveau 3 de diagnostic complexe. Suite à ces deux dispositifs, nous avons donc décliné le projet donc à destination des professionnels du repérage et du diagnostic. Il se décline en 5 actions que je vais vous présenter par la suite. Euh, 2 kits, un kit d'aide au repérage, un kit d'aide au diagnostic, et une page sur le site du CRA Alsace pour communiquer sur la démarche. Au niveau de la mise en œuvre, nous avons réalisé avec ma collègue un diagnostic de territoire pour relever les ressources, les besoins et les limites. Nous proposons une formation en 2 parcours avec une journée mutualisée et des modules en ligne, une deuxième journée d'outillage et une troisième journée sur l'accompagnement. Nous proposons également des supervisions, que ce soit pour le repérage et le diagnostic, un réseau de professionnels sur la thématique du diagnostic de TSA, et puis, et on est là aujourd'hui, un webinaire de sensibilisation à destination des premières lignes en libéral, accompagné d'un temps de questions-réponses. Donc après ces actions, donc nous proposons des expertises, un réseau et des supervisions, je l'ai dit. Euh, L'idée de ce projet, c'est de fonctionner en synergie entre toutes ces actions. Nous vous invitons à participer aux autres actions du projet pour venir compléter ce webinaire. Donc voici les deux outils que je vous ai présentés juste avant. Le kit d'aide au repérage pour les professionnels du repérage, donc c'est-à-dire pour vous, et un kit d'aide au diagnostic pour les professionnels de l'évaluation diagnostique, pour la seconde ligne. Ces kits sont répartis en 3 parties, une partie information, une partie outils et une partie adressage en seconde ligne ou en troisième ligne selon le kit. L'idée centrale de ce projet REDIA, repérer et diagnostiquer l'autisme, c'est de pouvoir créer un socle de connaissances commun sur le territoire, construire un parcours de formation commun aux professionnels du repérage et du diagnostic, permettre un échange de pratiques et favoriser une même culture du TSA et de l'évaluation sur le territoire. Votre rôle dans ce projet et dans cette répartition, c'est de recueillir la demande du patient, repérer les signes d'appel et orienter vers un ou des relais. Pour être en mesure de repérer les TSA, il faut déjà connaître un minimum ce que c'est un trouble du spectre de l'autisme. Donc l'idée, ça va être de vous donner quelques éléments pour non pas poser des diagnostics d'autisme, mais en tout cas être capable de repérer les signes évocateurs. Alors on va commencer par la définition la plus générale qui va être celle des troubles du neurodéveloppement. Un trouble du neurodéveloppement, par définition, ça apparaît durant le développement,
ça s'inscrit durablement dans le fonctionnement de la personne, et puis ça va impacter de manière significative son fonctionnement. Alors, il va falloir faire attention parce que des facteurs contextuels peuvent parfois expliquer certains troubles, et dans ce cas-là, ça ne va pas relever des troubles du neurodéveloppement. Comme vous le voyez à partir de ce petit schéma que vous avez à droite, l'autisme fait partie de cette grande famille des troubles du neurodéveloppement. Donc, juste pour resituer un petit peu la place de l'autisme, on est quand même sur une prévalence qui est assez importante, qui représente 1 à 2 de la population. À côté de ça, les troubles 10, ça va représenter 8 de la population. Le TDAH, on est autour de 6 chez les enfants. Et puis, les troubles du développement intellectuel, donc TDI, ça va être plutôt autour de 1. Parmi, ces chiffres-là, il faut quand même prêter attention au fait que l'autisme se retrouve rarement tout seul. Chez une personne, on va souvent avoir, donc dans plus de 50 des cas, un autre trouble du neurodéveloppement qui va être associé. Ça peut être par exemple un TDAH, un trouble du développement intellectuel, ou alors d'autres problématiques qui peuvent être, ben, voilà, de l'ordre de troubles peut-être psychiatriques, troubles anxieux, dépression, des troubles du sommeil et des troubles somatiques. Donc c'est un point de vigilance qu'il faut toujours garder quand on est face à ce type de situation. Alors, on va commencer par, la définition la plus stricte possible qui va être, ben, de l'ordre des classifications. Comme vous n'êtes pas amené à faire du diagnostic, l'idée ça va pas être de faire du répertoriage, vraiment diagnostique, mais par contre de savoir comment, repérer l'autisme et surtout savoir quand est-ce qu'il y a pas d'autisme. Donc les 3 éléments importants, déjà au niveau du critère A du DSM, ça va être des éléments qui concernent les relations sociales. Donc au niveau des relations sociales, on va avoir des problématiques au niveau de la réciprocité, des problématiques au niveau de la communication et des problématiques au niveau de la relation. Au niveau des problématiques de relations sociales, ça ne suffit pas pour déterminer qu'il y a un trouble du spectre de l'autisme. Il faut forcément qu'il y ait des difficultés de communication. En effet, les problématiques dans les interactions sociales peuvent se retrouver dans beaucoup d'autres troubles. Le critère B va concerner plutôt tout ce qui est comportement et centre d'intérêt. On va avoir sur ce critère-là seulement deux éléments qui doivent être présents pour pouvoir poser le diagnostic. Ça peut être de l'ordre des particularités sensorielles, des centres d'intérêt qui vont être spécifiques, restreints, on reviendra dessus, une rigidité accentuée, une adhérence très forte aux routines, une intolérance au changement. Ça peut être des symptômes plutôt moteurs avec des formes de stéréotypie, donc des mouvements répétitifs, ou une utilisation d'objets un petit peu particulière et très répétitive. Ouais. Ensuite, les critères complémentaires, vous allez voir que ça fait plutôt référence en fait à la définition générale des troubles du neurodéveloppement. Donc on va avoir des symptômes qui sont présents depuis la petite enfance, même s'ils sont pas forcément manifestes dès la petite enfance, ça peut passer à la trappe, voilà, on peut ne pas le repérer tout de suite. Avec des limitations qui vont être significatives, c'est-à-dire qui vont se répercuter sur le quotidien de la personne dans plusieurs domaines. Domaine social, domaine de l'éducation, domaine du travail, domaine, de l'autonomie au quotidien. Et comme je le disais avant, ça peut pas être expliqué, soit par une autre problématique de retard, par exemple développemental, ou par une situation, contextuelle donnée. Alors, autre définition, internationale, hein, on a celle de la CIM 11, qui, donne une définition globalement similaire, hein, du trouble du spectre de l'autisme. C'est un petit peu moins précis en termes de critères, mais globalement, on retrouve quand même tous les éléments que j'ai cités précédemment, avec l'impact, hein, qui est varié, dans plusieurs domaines de vie de la personne. Là où la CIM 11 va être intéressante parce qu'elle rajoute quelque chose par rapport au DSM, ça va être au niveau de la catégorisation du diagnostic où on va retrouver plusieurs, possibilités. Des possibilités de troubles du spectre de l'autisme, sans déficience intellectuelle ou avec déficience intellectuelle. Donc tout le spectre, on va dire, de l'intelligence, se retrouve, dans l'autisme et on va avoir aussi un spectre très large, au niveau des compétences langagières, donc avec soit pas d'altération du langage fonctionnel, soit une altération, présente ou alors pas du tout de langage fonctionnel. Donc là, petite précision, le langage fonctionnel, c'est-à-dire que la personne est en capacité de parler, parfois de manière très élaborée, avec un vocabulaire, très riche, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de communication, c'est 2 choses différentes. Alors vous, votre rôle au niveau du repérage, en quoi ça consiste? Donc là, ce que je vous illustre, c'est l'idée de sensibilité et de spécificité. La sensibilité, ça va être la capacité à ne pas rater
d'une certaine façon, des personnes qui seraient concernées par le trouble. Donc ça va être de cibler le plus large possible, de prendre le plus grand nombre de personnes possible qui correspondent à la symptomatologie. Ça va pas être de cibler totalement à côté, mais par contre, potentiellement, dans les personnes que vous allez repérer, il y a des personnes qui n'auront pas de trouble du spectre de l'autisme au final. Ça peut s'expliquer par d'autres choses. Donc là, l'idée, ça va pas être d'être spécifique, mais ça va être d'être sensible. Ça signifie pour vous qu'il est possible de dire un non avec certitude, c'est-à-dire que vous êtes sûr que c'est pas du TSA. Si la symptomatologie ne correspond pas du tout, vous pouvez dire que la personne n'a pas de TSA. Par contre, ce sera pas possible de trancher en disant oui, un diagnostic doit être posé ou non, il ne doit pas être posé. Le repérage, c'est vraiment la première étape, le premier filtre, si vous voulez. Donc, pour être en mesure de faire un filtre qui soit efficace, l'idée, ça va être déjà de reconnaître les signes qui sont évocateurs d'un TSA au niveau de la clinique de la personne. Les manifestations cliniques, elles vont se traduire par des difficultés que va avoir la personne à entrer en relation, à communiquer, à ressentir son environnement, à percevoir son environnement et à occuper son temps et s'adapter. Sachant que le tableau va être variable d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui sont extrêmement en difficulté sur la sphère relationnelle et la communication et vont peut-être avoir un petit peu moins de symptômes dans la sphère comportementale, et d'autres qui vont être extrêmement rigides, avoir des intérêts très envahissants, mais qui vont avoir peut-être une sociabilité qui sera un petit peu meilleure, une communication qui va être perturbée, mais qui va quand même, pour laquelle la personne va quand même réussir à trouver quelques stratégies de compensation. Donc ça peut se traduire de manière très différente. Pour autant, les 4 aspects seront forcément présents. Donc là, c'est un schéma qui traduit un petit peu les impacts au niveau de l'autonomie de ces difficultés. Donc si on a un fonctionnement autistique qui va être sévère, on aura forcément un faible niveau d'autonomie. Après, les ressources intellectuelles vont faire fluctuer, hein, ce niveau d'autonomie qui pourra être très important dans le cas où il y a une déficience intellectuelle avec une dépendance qui va être présente pour tous les actes du quotidien, un besoin d'être institutionnalisé. Au contraire, avec des ressources intellectuelles élevées, on peut avoir quand même un faible niveau d'autonomie si le fonctionnement autistique est sévère, donc avec quand même besoin d'aide de l'entourage, de manière très importante. Si on a un fonctionnement, autistique qui va être faible, mais par contre de faibles capacités intellectuelles, là c'est pareil, on va avoir une autonomie qui sera limitée, mais pas autant que si le fonctionnement autistique était important. Et puis enfin, si on a entre guillemets «de la chance» et qu'on a des ressources intellectuelles élevées avec un fonctionnement autistique léger, on va avoir une autonomie qui sera relativement préservée avec quand même un risque de fatigue très important et par moments, des situations de rupture qui peuvent se produire dans le parcours. Je donne un exemple, ça peut être des situations de burn-out dans le cadre professionnel. Alors au niveau des interactions sociales, on va avoir des répercussions au niveau clinique sur plusieurs aspects. Déjà, au niveau des expressions faciales, on peut avoir voilà, des expressions faciales qui seront pauvres, une gestuelle qui sera peu présente. Au niveau des situations sociales, on va avoir une tendance à l'isolement, une mauvaise compréhension des codes sociaux et des situations sociales, avec une tendance un petit peu à être à côté de la situation. Et puis, il y a des difficultés à se mettre à la place de l'autre, entretenir des relations qui seront réciproques avec les autres. Donc, par exemple, ça peut être une tendance à monologuer sur des centres d'intérêt sans prendre en compte l'autre, ou ça peut être le fait, par exemple, de répondre seulement à des questions très fermées et sinon d'être très peu loquace, d'avoir du mal à entretenir comme ça une conversation et rebondir sur ce que dit l'interlocuteur. Au niveau du langage, son versant expressif, on va avoir chez les personnes qui ont un fonctionnement autistique plutôt, très prononcé ou chez les enfants, des particularités, qualitativement dans le langage. Par exemple, ça va pouvoir être des inversions, au niveau, des pronoms, une tendance à dire «tu» à la place de «je» ou à parler de soi à la troisième personne, par exemple. Ça peut être la présence d'écolalie, donc la répétition de fin de phrase, ça peut être leur propre phrase ou ça peut être la phrase de l'interlocuteur. Donc parfois c'est une stratégie pour se donner le temps de réfléchir à la réponse, parfois c'est vraiment juste, un automatisme, quelque chose que les personnes font, sans y penser, ou des fois c'est une répétition parce qu'une sonorité est plaisante, est plaisante à l'oreille et puis la personne, va la répéter, parfois en boucle.
Des idiosyncrasies, donc c'est en fait, des inventions de vocabulaire, donc ça on va surtout retrouver chez les enfants quand ils apprennent à parler. Dans l'autisme, on va avoir une utilisation qui sera pas à but de communication du langage parfois, et donc les parents, rapportent que voilà, ça peut être compliqué de comprendre ce que l'enfant veut dire, ce qu'il essaye d'exprimer à travers, les mots qu'il utilise. Au niveau du langage réceptif, on va avoir une compréhension parfois partielle du discours de l'interlocuteur, donc avec une tendance à prendre par exemple qu'une partie de la phrase pour la comprendre, une tendance à avoir du mal avec les énoncés qui comportent plusieurs consignes, et des difficultés de compréhension dès lors qu'il y aura des tournures de phrases un petit peu de l'ordre de la politesse ou ce genre de choses, qui viendront interférer finalement avec la partie vraiment fonctionnelle, du discours. Des difficultés avec les implicites aussi. Donc ça peut être, du mal à comprendre le second degré, ça peut être du mal à comprendre, les métaphores, tout ce qui est un petit peu entre les lignes, ça va être très compliqué pour les personnes à comprendre, y compris chez l'adulte. Tout ce qui est métaphorique, effectivement, ça va rentrer dans la compréhension littérale, en fait, du discours et avec une tendance à avoir, voilà, du mal à se décentrer de la signification littérale pour comprendre, ce qu'une métaphore veut dire. Ensuite, on passe sur la seconde grande sphère, des particularités dans l'autisme avec, les intérêts et les comportements. Donc, au niveau des intérêts, qu'est-ce qu'on appelle un intérêt restreint? C'est pas juste une passion. Un intérêt restreint, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de place au quotidien, qui va impacter la personne potentiellement dans son inclusion. C'est-à-dire que ça va empiéter sur son fonctionnement scolaire, professionnel, familial. Ça va aussi pouvoir impacter sur ses besoins physiologiques. Par exemple, la personne va oublier de manger ou de dormir. Ou ça peut être extrêmement restreint en qualité, c'est-à-dire peu partageable avec, l'entourage social. Je donne un exemple, c'est pas seulement, être intéressé par, l'histoire, ça va être, s'intéresser à un char bien particulier de la Seconde Guerre mondiale et du coup, en termes de discussion ou de perspectives qu'on peut envisager à partir du centre d'intérêt, ça va être quand même relativement pauvre. 2e aspect qui touche le comportement, ça va être le manque de flexibilité, donc une tendance à être très rigide sur les comportements. Ça peut aussi se traduire sur les opinions, hein, la personne peut avoir du mal à changer d'opinion, à comprendre que l'autre ne pense pas forcément pareil que lui. Et ça peut être aussi des difficultés à gérer tout ce qui est imprévu et changement, forcément, avec un besoin de routine très, très important, difficulté, voilà, à, heu, à trouver un moyen de gérer une situation qui n'avait pas été anticipée. Enfin, tout ce qui est particularité sensorielle, donc là, les particularités sont très, très fréquentes, hein, dans l'autisme. C'est pas spécifique à l'autisme, il y a plusieurs troubles, on peut retrouver des particularités au niveau sensoriel, mais dans l'autisme, ce qu'on va retrouver qui est un petit peu spécifique, ça va être, ce qu'on appelle des hyposensibilités, qui vont générer, en fait, des recherches de sensations. Ça, c'est assez rare de le retrouver autre part que dans l'autisme. Donc, on peut avoir des particularités qui touchent, tous les sens, que ce soit l'ouïe, la vue, le goût, le toucher, mais aussi les sens qu'on a un petit peu moins l'habitude d'explorer comme, le sens de l'équilibre, la proprioception, donc la perception de son corps, dans l'espace. Ça peut être aussi la température ou la douleur. Donc voilà, c'est des petits points de vigilance, qu'on doit garder en tête quand on soupçonne, des particularités autistiques chez une personne. Parce que potentiellement, ça peut avoir des impacts très, très importants au quotidien. Donc les hypersensibilités, ça peut générer une fatigabilité, une surcharge avec des situations potentiellement de crise et les hyposensibilités, ça peut, provoquer des recherches sensorielles qui sont parfois, heu, dangereuses pour la personne, hein, si, il y a une hyposensibilité à la douleur, on peut très bien imaginer, quelle problématique, ça va avoir. Si on a des hyposensibilités au niveau proprioceptif, la personne peut se cogner assez facilement, avoir des gestes qui seront un petit peu maladroits, et cetera. Donc, tous ces aspects que je viens de citer, ils ont, très souvent des conséquences au niveau comportemental. Les troubles du comportement ne sont pas un symptôme de l'autisme, c'est une conséquence des particularités qu'on peut avoir dans l'autisme. Et elles peuvent être de différents ordres.
Donc on voit assez bien hein, tout ce qu'on a cité, tout ce qui pose problème dans le quotidien de la personne, ça va venir s'additionner pour elle, et ça va venir générer des situations de surcharge. Donc ben voilà, il y a eu un imprévu, il y a des émotions fortes que la personne n'est pas forcément en capacité d'exprimer. Il y a des relations sociales qui sont globalement plutôt négatives parce que la personne, se retrouve souvent dans des malentendus. Il va y avoir une perception sensorielle qui va être par moments accrue et donc qui va générer encore une fatigue supplémentaire et tout ça, ça va générer alors soit une situation, d'épuisement total, soit une situation d'anxiété très, très forte, dès qu'une situation un petit peu imprévue survient ou alors, des situations réellement de crise où la personne va pouvoir avoir des comportements, agressifs soit envers elle-même, soit envers les autres. Donc c'est les cas, on va dire, hein, les plus extrêmes, qu'on peut retrouver. Donc votre rôle finalement, dans ce parcours de la personne, ben déjà dans un premier temps, ça va être de l'accueillir. Donc pour l'accueillir, l'idée ça va être d'adapter un petit peu votre comportement. Donc vous êtes dans une étape d'exploration. L'idée ça va être de pas vous ajuster en anticipant les difficultés de la personne, mais de garder une observation, sur la clinique. Du coup, dans un premier temps, l'idée ça va être de poser des questions d'abord ouvertes, avant de recentrer, si vous sentez que la personne a du mal à répondre aux questions ouvertes, de recentrer vers des questions qui vont être plus concises et plus claires. Donc là, vous attendez d'abord d'observer des difficultés avant d'adapter votre façon de poser les questions. Pareil, vous allez continuer à utiliser du langage imagé et implicite. Par contre, vous allez faire très attention à la façon dont la personne va comprendre ce type de langage. Et si jamais il y a des quiproquos qui surviennent, bien évidemment, vous reformulez de manière explicite et de manière voilà, plus concrète pour que la personne puisse comprendre et ne reste pas en difficulté dans la situation. Alors ensuite, l'autre ordre très important dont il faut tenir compte, ça va être de prendre du temps pour la personne, de faire preuve de patience. Parfois, la personne a besoin de plusieurs secondes pour répondre. Alors, ça peut arriver, par exemple, chez l'adulte, que les personnes aient des écholalies, mais qu'elles ne les verbalisent pas à haute voix. Donc, du coup, il y aura le temps que l'écolalie se fasse dans leur tête avant de répondre à la question. Ça peut générer une petite latence. Parfois, elles ont besoin de temps pour préparer leur réponse dans leur tête. Donc là aussi, il faut leur laisser le temps de la préparer. Il ne faut pas reformuler tout de suite ce que vous venez juste de dire, parce que sinon ça risque de la perturber encore plus. Ensuite, si jamais vous avez un doute sur la compréhension de la question, il vaut mieux lui demander à elle de reformuler, de dire ce qu'elle a compris, plutôt que de tout de suite vous le faire de votre côté en présumant qu'elle a mal compris. Et puis, aspect très important dont on n'a pas forcément l'habitude pour les adultes, c'est surtout ne pas hésiter à accueillir un proche de la personne si elle est en demande, si elle se fait accompagner. Parce que déjà, ça peut l'apaiser, ça peut favoriser la confiance qu'elle va avoir envers vous dans un premier temps. Après, la personne pourra effectivement être reçue seule. Et ensuite, ça vous permettra d'avoir certains éléments complémentaires de la part de l'entourage, parce que la personne ne se rend pas forcément compte de l'ampleur de ses difficultés, notamment dans tout ce qui est relations sociales. Donc ça permettra d'avoir un étayage complémentaire. Au niveau de l'anamnèse, donc là on est sur un schéma classique, hein. On va recueillir la plainte de la personne, pourquoi elle vient vous voir, pourquoi elle a ce questionnement, si elle a déjà un questionnement d'autisme, hein. Ça peut arriver que la personne vous sollicite avec cette demande précise. Parfois la demande n'est pas précise, c'est juste un mal-être, une souffrance, il faut pouvoir cerner ce qui est compliqué pour la personne. L'observation clinique dans l'autisme, c'est extrêmement important. Fiez-vous vraiment à la qualité de l'échange que vous avez avec elle, la qualité de l'interaction, la qualité du dialogue. Et puis ensuite, prendre en compte évidemment le contexte dans lequel vit la personne. Est-ce que ces difficultés l'impactent dans plusieurs domaines de vie? Et puis l'historique du trouble avec le parcours de vie, hein, forcément. On va chercher à remonter jusqu'à l'enfance si la personne est adulte ou jusqu'au premier moment du développement si la personne est encore enfant. Voilà, donc là, c'est ce que je viens de dire, hein, le parcours développemental, ça fait partie de votre exploration. Une personne, n'a pas un autisme qui apparaît au cours de sa vie, c'est forcément quelque chose qui est présent depuis la petite enfance et donc là, toutes les sources sont bonnes à prendre, hein. Si vous avez des éléments du carnet de santé, des bilans qui ont été réalisés par d'autres professionnels de l'enfance, et ben, voilà, des témoignages de proches ou idéalement d'un parent qui voilà, qui a bien connu l'enfant, c'est des sources d'informations, très riches et très importantes.
Au niveau des outils que vous pouvez utiliser. Donc là, si vous avez l'occasion, de rencontrer la personne, vous serez peut-être pas le seul professionnel autour de cette personne. Il y a aucun problème, hein, pour travailler à plusieurs sur une situation et faire du repérage, en équipe pluriprofessionnelle. Ça, c'est souvent une limite de temps qu'on peut rencontrer, hein, dans le quotidien et donc faut pas hésiter à se soutenir, on va dire, les uns les autres en faisant un travail d'équipe, sur ces aspects-là de dépistage. Donc qu'est-ce que vous pouvez utiliser? Vous pouvez utiliser des auto-questionnaires, donc qui permettent de cerner un petit peu comment la personne vit les choses, hein. On peut pas se baser seulement sur ça. C'est quelque chose qui est voilà, qui est, sujet aux lectures ce que la personne connaît déjà de l'autisme, si elle interroge ce sujet. Ça peut être, sujet à une forme de désirabilité sociale, qu'est-ce qu'elle pense que vous attendez, comme réponse et cetera. Donc il faut le compléter forcément d'autres outils. Les grilles d'observation, ça vous permet de cadrer un petit peu votre entretien, de savoir quels éléments sont pertinents à recueillir. Par contre, pour l'utiliser, il faut vraiment avoir des bases sur l'autisme, avoir déjà une idée de comment peut se manifester pour repérer, les bons éléments cliniques, chez la personne. Ensuite, les entretiens semi-structurés qui permettent de croiser à la fois effectivement le vécu subjectif de la personne, ce qu'elle rapporte elle-même de ses difficultés, et puis vos observations cliniques. Là encore, ça implique de bien connaître l'autisme. Et puis évidemment, ça nécessite de prendre le temps aussi avec la personne. Donc voilà, ce que je disais, hein, n'hésitez pas à travailler avec des collègues qui gravitent autour de la personne finalement. Voilà, les professionnels qui connaissent l'autisme, c'est pas forcément des médecins. Si vous êtes médecin, vous n'avez pas forcément le temps d'explorer en détail le fonctionnement de la personne, donc ça peut toujours être bien de travailler en collaboration. Alors maintenant, l'idée, c'est que même si c'est pas votre rôle de poser le diagnostic, c'est quand même votre rôle de faire un premier filtre. Qui dit filtre dit savoir quand réorienter la demande vers une question qui n'est peut-être pas celle de l'autisme. Donc à ce sujet, c'est important de pouvoir distinguer des facteurs d'exclusion, c'est-à-dire qu'on va conclure que là vraiment il n'y a pas d'autisme, ou des facteurs de complexité, c'est-à-dire que l'autisme n'est pas forcément évident, mais on n'est pas en mesure de l'exclure. Donc, là, l'idée, dans un premier temps, c'est de voir quels facteurs vont nous permettre d'exclure le TSA. Alors, premier facteur, ben, c'est l'apparition soudaine des symptômes. L'idée, c'est que la personne, avait un fonctionnement social parfaitement adapté, il n'y avait pas de, routine excessive, il n'y avait pas d'intérêt clairement restreint et cetera. Et puis, d'un seul coup, suite à un événement, par exemple, la personne se retrouve très isolée, en difficulté, totalement renfermée sur elle-même et cetera. Dans ce cas-là, si vraiment l'apparition est soudaine et qu'il n'y a pas, des signes d'alerte déjà dans le développement, on peut écarter la question du TSA. Ensuite, le deuxième point, c'est s'il y a une des 2 sphères, donc il y a on se rappelle, hein, sphère, communication, interaction sociale et sphère, des comportements et intérêts, s'il y en a une des 2 qui n'est pas, cochée. Donc c'est-à-dire que la personne a soit un très bon fonctionnement social, soit elle a pas du tout de routine, d'intérêt, de particularité sensorielle et cetera. Donc dans ce cas-là, il y a 2 cas de figure. 1er cas de figure, si c'est que les intérêts qui sont présents, intérêts, routine et cetera, on va peut-être se poser la question d'un autre type de fonctionnement. Alors je rentre pas dans le détail, mais ça peut être un fonctionnement peut-être de type, personnalité obsessionnelle compulsive, un fonctionnement anxieux qui a certaines manifestations au quotidien et cetera. Ou si, cette, sphère des comportements et intérêts n'est pas du tout présente, mais que par contre, on a les interactions sociales qui sont impactées, de même que la communication, dans ce cas-là, on va se poser la question d'un autre diagnostic qui serait celui, du trouble de la communication sociale. Donc, c'est, finalement un trouble qui s'apparente un petit peu, à la question de l'autisme, seulement ça impacte seulement cette sphère-là. Ensuite, troisième cas de figure dans lequel on peut, plus ou moins écarter le TSA, c'est, si jamais la symptomatologie, qui nous évoque l'autisme n'est présente que dans un contexte particulier. C'est-à-dire que la personne fonctionne très bien, sans aucune difficulté dans quasiment tous les domaines de sa vie, mais que par contre, dans ce contexte-là particulier, elle décrit effectivement des difficultés dans la relation, une anxiété qui génère justement une rigidité, et cetera. Dans ce cas-là, on va effectivement se poser la question du facteur contextuel plutôt que, de la question d'un fonctionnement autistique au sens large.
Alors ensuite, qu'est-ce qui va nous indiquer que l'investigation mérite d'être faite, mais que par contre elle risque d'être complexe? C'est-à-dire si on reprend, hein, le système des 3 lignes, ça risque de relever de la troisième ligne plutôt que la deuxième ligne. Donc premier cas de complexité, il y a un autre, diagnostic, par exemple de type, trouble neurodéveloppemental qui a été posé et sur lequel il peut y avoir un chevauchement au niveau de la clinique avec l'autisme. S'il y a pas de chevauchement, là, la question va pas forcément être compliquée. Par contre, ben, voilà, je donnais l'exemple du TDAH. Dans le TDAH, parfois, quand il y a une impulsivité, quand il y a une tendance à digresser dans le discours, ben, ça crée un manque de réciprocité dans la communication, ça crée, un caractère peut-être un petit peu inadapté, dans l'échange. Et puis, il peut y avoir des rigidités comportementales qui sont liées à des stratégies d'adaptation au TDAH et donc ça peut faire penser comme ça, au premier abord, à de l'autisme, sans qu'on soit sûr à 100 que ça relève de l'autisme ou du TDAH avec effectivement un certain nombre de stratégies d'adaptation. Donc ça peut être un cas effectivement de situation complexe. Autre cas qui va rendre finalement l'investigation compliquée, c'est si on n'a pas d'informations concernant le développement, les antécédents de la personne. Donc, enfin, dans le cas où les parents seraient, totalement absents de la vie de la personne, où elle a pas d'entourage proche qui puisse témoigner de son enfance, le cas où, ben, certaines personnes ont une amnésie totale, hein, de leur enfance, c'est des situations où ça va être compliqué, d'investiguer finalement l'évolution du trouble et puis là, forcément on va relever un petit peu d'une situation, plus compliquée pour, trancher quant à la question de l'autisme. Ensuite, autre cas de figure qui peut rendre les choses compliquées, c'est quand une personne, a de très bonnes ressources intellectuelles, et donc ça suffit pas, et qu'elle a évolué dans un cadre relativement protecteur, pendant une grande partie de sa vie, c'est-à-dire qu'elle a eu un quotidien plutôt assez routinier, qui était, on va dire pris en charge en partie par, les parents, avec, voilà, avec peu d'imprévus, peu de surprises et cetera et donc c'est une personne qui a pas réellement souffert de ce fonctionnement pendant un certain temps, qui a eu un environnement propice à mettre en place un certain nombre de stratégies d'adaptation de par ses ressources intellectuelles notamment, et donc c'est une personne où on peut se poser la question, se dire: «Mince, est-ce qu'il y a vraiment des éléments dans l'enfance ou pas?» et puis en creusant, on se rend compte qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses qui ont permis de compenser et du coup, les difficultés n'ont pas forcément été évidentes avant que cette personne ait besoin de mettre en place, ben, une autonomie, plus importante. Donc là, on le voit en général parce que les difficultés deviennent, vraiment visibles quand l'autonomie, devient, trop importante par rapport à ce que la personne est capable d'assumer. Et les situations où on pourrait être tenté d'exclure le TSA si on n'est pas trop familier, mais où il ne faut surtout pas le faire. Ben, déjà, premier cas de figure qu'on entend quand même encore souvent aujourd'hui, si la personne vous regarde dans les yeux. Alors ça, c'est absolument pas un critère d'exclusion de l'autisme, parce que tout simplement, c'est quelque chose qui s'apprend. On peut apprendre à regarder dans les yeux. Les enfants qui regardent pas dans les yeux quand ils sont petits ont souvent eu des remarques et du coup, en grandissant, ils vont s'y faire. Alors des fois, ils ont des stratégies, hein, ils vont regarder entre les sourcils, par exemple. Des fois, ils regardent dans les yeux de manière un petit peu fixe. En tout cas, c'est pas du tout un critère d'exclusion, pour l'autisme. C'est pas sur ça qu'on doit se baser pour estimer qu'une personne n'est pas autiste. 2e cas de figure, la personne vous dit qu'elle n'a pas de problème. Alors ça, c'est pareil, il faut se méfier un petit peu, parce que si vous, qualitativement, vous observez des difficultés dans la communication, vous observez que parfois elle répond à côté de la plaque, que, il y a des bizarreries dans son comportement, qu'elle a une posture un petit peu particulière, qu'elle a une tonalité de voix un petit peu particulière, qu'elle a pas beaucoup d'expression sur le visage et cetera, peut-être que juste, en fait, elle se rend pas compte des difficultés qu'elle a au quotidien. Dans ces cas-là, c'est très important de pouvoir faire intervenir, quelqu'un de l'entourage pour, justement avoir, un éclairage sur son fonctionnement. Et à l'inverse, les parents, uniquement, vous disent que leur enfant n'a jamais eu de particularité, jamais de difficulté. Là, faut quand même questionner un petit peu, le contexte familial, l'acceptation, ben, notamment de la question du handicap, hein. Est-ce que c'est des parents qui excluent totalement, l'idée que leur enfant ait, un trouble, un handicap et cetera? Est-ce que c'est quelque chose de d'inentendable pour eux? Est-ce qu'ils ont été suffisamment présents dans l'enfance pour témoigner de toutes les particularités? Ça peut arriver que des parents travaillent énormément et que voilà, ils aient une période difficile pendant l'enfance, de leurs jeunes et que du coup ils aient pas pu voir finalement les particularités,
et donc par culpabilité, en fait, ils vont faire comme s'ils avaient vu les choses et qu'il y avait rien. Donc voilà, ça peut être, ça peut être parfois soumis à certains biais de remémoration ou d'interprétation de ce qu'ils ont vécu. Donc voilà, toujours garder une petite méfiance par rapport à ça et questionner le contexte de l'enfance et des parents dans ce parcours. Alors, je fais un tout petit topo sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, simplement pour vous faire part de leur existence déjà, que vous ayez un petit relais si jamais vous avez besoin d'aiguillage dans votre pratique. Donc l'objectif de ces bonnes pratiques de professionnels, c'est de vous offrir une forme de méthodologie pour avoir des pratiques qui sont adaptées et qui permettent de traiter correctement les personnes que vous rencontrez. Donc voilà, l'objectif général, c'est une amélioration de la qualité, de la sécurité et des soins. Donc, reconnaissance de l'autisme, ça date de 1996, c'est pas si vieux que ça. Donc, c'est depuis ce moment-là qu'il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été mises en place pour favoriser les bonnes pratiques professionnelles avec un enrichissement qui se fait au fil du temps. Ben voilà, des approches thérapeutiques qui ont été testées, qui ont été ben, de mieux en mieux encadrées. Et puis de même, la question du diagnostic qui s'est aussi affinée au fil du temps, avec une dernière stratégie nationale donc, qui date de 2023 et qui s'étend non seulement à l'autisme, mais sur tous les troubles du neurodéveloppement, qui vous offre quand même un éclairage sur les lignes directrices, en tout cas, de la politique par rapport à ces questions. Voilà, pour résumer un petit peu les engagements de la stratégie nationale, on est sur. Je prends pas tout le déroulé, mais notamment il y a la question du repérage et des diagnostics donc qui est quand même assez centrale dans cette stratégie nationale. Et puis une amélioration de la qualité de vie qui va forcément avec cette amélioration des pratiques en ce qui concerne le repérage de l'autisme et des autres troubles du neurodéveloppement. Donc, comme je l'ai évoqué en introduction de cette vidéo, nous souhaitons vous présenter le kit d'aide au repérage que nous avons conçu au pôle adulte 67 du CRA Alsace. C'est un kit qui est en PDF interactif, c'est-à-dire qu'il est modifiable et remplissable directement sur ordinateur, imprimable également. On l'a pensé comme dossier unique pour le patient et les professionnels. Donc un dossier, un patient, et donc modifiable directement sur ordinateur ou imprimable. C'est un kit qui est divisé en trois parties. Je l'ai évoqué également en introduction. Une première partie d'information, vous le verrez sur différentes instances, sur le TSH chez l'adulte, sur voilà, différents TND également. Une partie outillage, outils de repérage, avec plusieurs outils que je vais détailler par la suite. Et puis une troisième partie adressage, adressage en seconde ligne, avec un modèle de courrier. Donc la première partie qui est un livret d'informations, donc voilà, vous avez quelques extraits de ce livret sur les TND, sur des ressources diverses comme IFLAP, les brochures du GNCRA, la HAS ou la question du projet REDIA. Une partie sur une information sur la personne qui est concernée par ce repérage et puis le professionnel qui va venir coordonner le parcours de repérage de cette personne ou effectuer le repérage. L'idée, c'est bien d'identifier à la fois le professionnel et la personne pour la globalité du dossier. C'est un outil qui est expérimental que je vous invite à utiliser ou non si vous le souhaitez. Donc pour la partie outillage, la deuxième partie, le premier outil est le QTD et le QSA. QTD, questionnaire des termes diagnostiques, et le QSA, questionnaire des signes d'appel. Ce sont deux outils où le patient n'a pas besoin d'être avec vous et où on va venir rechercher dans le dossier de la personne les termes diagnostiques qui pourraient éventuellement être déjà présents
Et puis le QSA, où on va venir hem, évaluer si un signe d'appel est présent ou non. Le QSA reprend, hein, les critères DSM. Donc ce sont, pour le QTD, c'est un questionnaire fermé, en présence-absence. On peut le réaliser avec des partenaires extérieurs. En termes de cotation, ça peut mettre entre 20 et 30 minutes, ça peut également mettre 10 minutes, hein. Ce sont des questionnaires courts, hem et donc il faut cocher la case pour chaque terme. Le QSA également, qui peut être fait avec les partenaires autour de la situation, entre 10 et 30 minutes. Pareil, cocher la case pour chaque signe d'appel repéré. Le deuxième outil proposé est une forme d'anamnèse qui s'appelle la BITP, bilan initial trajectoire patient. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est à peu près une anamnèse. On va venir inscrire ici les débuts supposés des troubles, des événements autour de la grossesse, notion de carence socio-affective, des antécédents notables, etc., etc. Ce qui va nous permettre finalement d'avoir une vision globale du parcours de la personne. Également présent dans ce kit, la RADS, qui est un auto-questionnaire que la personne peut réaliser en votre présence en tant que professionnel. Voilà, c'est un questionnaire d'environ 80 questions et la personne va devoir répondre si la question est vraie pour elle aujourd'hui, quand elle était jeune et vraie aujourd'hui encore. Voilà. Donc c'est effectivement un auto-questionnaire qui dure ce questionnaire est plus long, il dure environ 1 heure et il faut que la personne coche les cases entre 0 et 4. L'AMSER, qui est un outil d'observation clinique, en présence de la personne et potentiellement un accompagnant, ça peut être un proche aidant. Hem, Cet outil dure environ 20 à 30 minutes. Et ça va être les réponses de l'accompagnant puisque cet outil est plus adapté pour des gens qui auraient des difficultés en termes de communication et potentiellement un trouble du développement intellectuel. Le GEVA, le volet 6 simplifié et adapté, qui est un recueil d'évaluation fonctionnelle de la personne, voilà, sur son fonctionnement au quotidien, comment elle va venir s'orienter dans le temps, dans l'espace, ses compétences d'autonomie. Voilà, on va venir évaluer toutes les compétences fonctionnelles de la personne, ce qui est important dans l'autisme en termes cliniques. Et enfin, les critères du DSM-5. Voilà, c'est une aide à la cotation où on va venir dans un tableau, on vous rappelle les critères diagnostiques, critères A, critères B, critères C, D et E, pour vous aider dans le repérage. Et donc, je le disais, une troisième partie d'adressage avec un modèle de courrier pour vous donner les éléments nécessaires selon nous à une transmission de situation. Vous le verrez dans ce kit, il y a du coup un modèle de lettre et puis des éléments à ajouter pour un peu décrire la clinique du patient. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Nous apprécions grandement l'intérêt que vous portez à la question de l'autisme et puis votre attention. Celles et ceux qui voudraient aller plus loin, pouvoir poser leurs questions, aborder le kit, aborder également la clinique du TSA de manière un peu plus approfondie. Nous organiserons à partir du mois de juin 2025 des temps de questions-réponses en direct, en visio. Voilà, si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant cette action, concernant également l'accès au kit d'aide au repérage, l'accès au support de formation, je vous invite à regarder le détail de la vidéo. Merci, à bientôt. À bientôt!